Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fait marquant qui retrace l'histoire dans son ensemble, qui revient sur des événements marquants, notables, saillants et saisissants de la société. Aujourd'hui, nous parlons d'une importante thématique. Il s'agit de la recrudescence des attaques terroristes. Que devons-nous faire? Nous recevons pour vous Monsieur Baba Dakono. Il est chercheur sur des questions de gouvernance et de sécurité et nous parlons de recrudescence des attaques terroristes. Alors, Monsieur Baba Dakono, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Tout le plaisir est à notre équipe ici présente de vous recevoir sur ce plateau de Fait marquant. Alors, merci. Quand on parle de sécurité, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Je pense que quand on parle de sécurité aujourd'hui dans le contexte sahélien, et particulièrement malien, c'est les mêmes mots que nous partageons tous. D'abord, c'est inquiétude. Ensuite, c'est désarroi, inquiétude par rapport au présent, mais aussi à l'avenir. Aujourd'hui, on est tous inquiets de voir la criminalité, la recrudescence de la violence, tant au niveau local que dans l'espace régional que nous avons en partage. Et également désarroi par rapport à l'avenir, parce que le Sahel aujourd'hui focalise un certain nombre de réponses, notamment militaires. Nous avons la force Barkhane qui est présente, nous avons depuis... Nous allons en parler tout de suite, la force, en tout cas la présence des forces étrangères sur le territoire malien et naturellement dans le Sahel, on en parle tout de suite, mais il y a forcément des raisons, avant de parler des raisons, des facteurs ou des causes liées à ces attaques. Nous allons suivre un élément qui a été réalisé par notre confrère Aruna Salia Kone, si la régie le permet. On suit cet élément juste après, on revient, ça a été réalisé bien sûr avec vous, on va suivre en tout cas juste après, on revient pour le décryptage. Après la partie nord et centre, la gangrène du terrorisme s'empare de plus en plus de la partie sud du pays. Les localités comme Kouri, Yorosso et Boura ont été plusieurs fois attaquées. La toute dernière est celle de Blenjo, dans le Ganadougou. Leur présence dans ces localités n'est pas chose nouvelle, selon notre analyste. Les groupes ont démontré depuis 2015 leur capacité à opérer dans le sud, le centre et l'ouest du pays. Je crois qu'il y a eu des attaques en 2015 à la frontière avec la Côte d'Ivoire. Il y a eu cette Katiba qui avait été démantelée dans le cercle de Kadjolo. Voilà la Katiba de Suleiman Keita. Donc il y avait l'activisme des groupes dans les localités comme Misseni, Fakola et tout ça. La nouveauté selon lui, c'est leur volonté de s'approcher des grandes villes et agglomérations. Je pense que ce n'est pas une situation nouvelle. C'est surtout que ces groupes-là, au-delà des zones rurales qu'ils occupaient dans la plupart de ces localités-là, viennent de plus en plus en milieu urbain. Donc les principaux axes routiers, Bamako, Kaye ou encore Djema, en parlant aussi de l'axe Kenyeba. Ça, c'est véritablement la nouveauté. Vous avez rappelé aussi Nyono. Cette expansion des leaders du terrorisme se fait malheureusement sans aucun affrontement ni résistance de l'armée. La situation amène les populations à s'organiser autour des milices d'Onzo. Vous l'avez suivi tout comme nous ici en studio, cette analyse de notre, en tout cas de notre invité, la nouveauté. Surtout, on en parle avant de parler des causes. Oui, comme je le disais tout à l'heure dans l'élément, je crois que cette entrevue est intervenue au lendemain d'attaques qu'on a observé entre Bamako et Kaye. Et justement, ça c'est un peu la nouveauté. La nouveauté, c'est surtout l'action, mais la tentative d'implémentation des groupes dans ces localités-là n'est pas du tout nouvelle. Comme je l'ai rappelé dans l'élément, depuis 2015, on a senti cette tentative des groupes. C'était pas que dans l'ouest du pays, c'était dans le sud, dans la région de Sikasso, à Kaye, dans la région de Koulikoro. Mais la nouveauté, c'est vraiment qu'ils essaient de mener des actes sur les axes routiers. On peut dire qu'en fait, ils commencent à sortir de leur zone de confort, qui est surtout les espaces frontaliers dans le nord, dans le centre du pays. Très bien. Alors, je disais tantôt, avant de suivre cet élément, recrudescence des attaques, il y a forcément des causes qui les expliquent. En tout cas, parlez-nous un peu de ces causes, de ces facteurs qui sont liés à l'insécurité. Votre question, elle est très intéressante parce qu'on parle beaucoup de la manifestation du phénomène, les conséquences du phénomène et très peu des causes. Et c'est peut-être ce qui explique aujourd'hui le sentiment d'échec de toutes les réponses qui sont déployées parce que les réponses s'adressent pour la plupart à la manifestation ou aux conséquences de ce phénomène-là. Les causes sont complexes, multiples.
Et on peut même les catégoriser en deux temps, les causes structurelles et les causes immédiates. Structurelles, c'est-à-dire? Structurelles, les causes structurelles tournent principalement autour de la question de la gouvernance. Okay. Quand on prend toute la violence, et je vais au-delà de la question des groupes extrémistes violents ou des groupes qualifiés de terroristes, pour dire en fait, toute la violence qu'on observe au Mali, que ce soit dans le cadre des conflits locaux, que ce soit dans le cadre de l'extrémisme violent, ou même que ce soit dans le cadre de la criminalité organisée qui sévit dans les espaces transfrontaliers, la question de la gouvernance paraît centrale. Et quand on parle de question de gouvernance, de façon concrète, la question de la justice, par exemple, dans la plupart de ces localités aujourd'hui, par exemple, vous avez vu, la justice offerte par les groupes extrémistes violents semble beaucoup plus attrayante parce que c'est une justice expéditive et c'est une justice qui est plus ou moins acceptée par les populations par rapport à la justice classique qui était offerte par l'État. Ouais, donc la justice traditionnelle façon... Voilà, bon, pas que traditionnelle, mais c'est une justice qui est beaucoup plus perçue comme juste, équitable, et c'est une justice surtout expéditive. Vous avez, par exemple, dans les localités de Tenenkou, de Yuaru, quand je prends l'exemple de Dogo, il y avait une question de justice qui était pendante depuis les années 90, je crois 99 pour être plus précis, mais qui a été tranchée en 72 heures par les groupes. Et ce sont de telles situations qui font l'attrait des populations vers ce modèle de justice-là. Et au-delà de la justice, qu'on observe qu'aujourd'hui, les groupes semblent offrir un contrat social aux communautés, un contrat social qui prend en compte une offre de justice qui est plus ou moins acceptée. Voulez-vous dire que les populations sont d'accord pour les attaques? Pas pour les attaques, mais pour la présence dans certains cas. Ce n'est pas dans tous les cas que l'implantation des groupes s'est faite avec la force. Dans certains cas, bien entendu, les populations n'ayant pas le choix parce qu'ils ont vu une capacité militaire importante qui était dissuasive de toute opposition, les gens ont accepté parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais dans d'autres cas, les gens semblent accepter la présence des groupes parce que non seulement ils ont une offre de protection, ils ont une offre de justice qui est plus attrayante, ils ont divers... Donc ça, c'est l'absence de l'État dans le milieu qui peut expliquer ça ou... Pas que l'absence de l'État, même la présence de l'État peut être problématique, pouvait être problématique dans certains cas. Oui, c'est vrai qu'en termes de... On parle toujours des causes structurelles, hein, en termes de présence de l'État, on a toujours tendance à pointer du doigt que l'État était peu présent ou absent. Mais dans les faits, même dans les cas où l'État était présent, c'était une présence contestée, parce que c'était une présence qui se manifestait du point de vue des populations par de la persécution, par de la prédation. Vous avez, par exemple, dans des localités, quand on discute, j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui m'explique qu'une fois, il venait de la forêt avec sa cargaison de bois, et il a été appréhendé par les gardes forestiers qui lui ont demandé de payer 400 000 francs. Il m'explique que toute l'année, il n'a pas 400 000 francs. Comment il va faire? Et c'était soit il paye, soit il était dessaisi de sa cargaison. Et c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un exemple, ça peut paraître hypothétique, mais ça c'était le quotidien de nombreux acteurs économiques dans ces localités-là, où ils avaient le sentiment que c'était un État prédateur. Et parallèlement, c'était un État qui était incapable de subvenir aux besoins de ces populations-là. Les besoins les plus primaires ou élémentaires. L'eau, la santé, l'éducation. Les services sociaux de base. Les services sociaux de base. Et un autre besoin qui est vital est venu se greffer à ça, et celui de la protection. Et on a vu avec l'insécurité grandissante qu'il y a eu cette incapacité à assurer la protection des populations. Donc l'incapacité à gérer le pays, à gérer les populations à la base, peut engendrer... À répondre aux attentes des populations. Donc c'est ça, on parle des causes structurelles. C'est cet ensemble-là qui a non seulement est à l'origine des griefs, des frustrations, et aussi du rejet du modèle d'État qui était proposé aux populations. Donc, et qui a favorisé l'émergence de ces groupes-là qui ont profité de cette présence contestée de l'État pour s'implanter. Et dans d'autres cas, comme je le disais, c'était un État absent, totalement absent. Parce que même aujourd'hui, j'entends très souvent parler du retour de l'État à travers la présence d'un administrateur, préfet, sous-préfet. Mais en fait, ce n'est pas ça. L'État ne peut pas être présent symboliquement. Il faut qu'un État la présence soit effective. Utile, voilà, effective et utile. Le retour de l'État doit se manifester par la proposition ou les propositions de services de base. C'est-à-dire aujourd'hui, on doit parler de retour de l'État en termes d'offres de services publics et que cela soit ressenti par les populations. On doit parler de retour de l'État dans le cadre de la protection des populations et que cela soit ressenti par les populations. Donc les populations ne sont pas en tout cas protégées par l'État?
elles ont ce sentiment-là. Elles ont ce sentiment elles ont ce de sentiment ne pas être protégées d'être par... carrément abandonnées. Je vous dis, en 2012, par exemple, les localités comme Tenenkou, comme Yuaru, il n'y a pas eu de... Nous sommes dans la région du centre, Oui, dans la Mopti. région de Mopti. Oui. Mopti, c'est deux zones, la zone inondée, la zone exondée. Oui. Tenenkou Yuaru, c'est la zone inondée parce que ce sont des zones pratiquement coupées du reste du pays pendant la période, saison hivernale. Ce sont des îles où on ne peut s'y rendre que par des moyens fluviaux. Et ce sont des localités qui ont été abandonnées. Il n'y a pas eu d'attaque des groupes où il n'y a pas eu d'affrontement entre les groupes armés et l'armée. Ce sont des zones qui ont été abandonnées par les autorités administratives, les autorités politiques, les autorités militaires à l'époque, en 2012. Et c'est ce sentiment d'abandon qui est renforcé un peu partout. Donc, après, à part cette cause structurelle, est-ce qu'il y a d'autres causes? Oui, ben, c'est le banditisme gratuit? Non, oui, le banditisme, ça fait partie des causes. Mais bon, là, comme je le disais, ce sont des causes peut-être immédiates. Mais la question de la gouvernance n'est pas la seule. Il y a aussi, au niveau sociologique, il y a aussi des faits ou des phénomènes qui ont alimenté ou qui nourrissent aujourd'hui cette insécurité-là. Par exemple, nous sommes dans des sociétés hiérarchisées. Vous avez, par exemple, des communautés qui sont considérées comme des communautés dominantes et dans le même temps des communautés qui sont considérées comme dominées. Et la perspective d'une alliance avec les groupes armés extrémistes violents par une communauté qui était considérée comme dominée a permis à cette communauté de vouloir changer, d'inverser l'ordre social. C'est-à-dire elle va saisir la présence des groupes pour affronter la communauté dominée afin d'être finalement, elle aussi, une puissante communauté. Est-ce que les acteurs sur le terrain comprennent ces causes? C'est une très belle question parce que, comme je le disais dans l'introduction de mon propos, moi j'explique en partie l'échec des solutions aujourd'hui par le déficit de compréhension des phénomènes, c'est-à-dire ce qui alimente l'insécurité est soit ignoré, soit méconnu. Par exemple, je vous dis, on parle aujourd'hui au début de la crise, on a envoyé des imams se faire former au Maroc pour préparer un contre-discours. Oui, c'est important parce qu'il y a une dimension idéologique dans cette lutte-là. Mais on a, dans le cadre de nos recherches, documenté des milliers de cas où les gens n'ont pas rejoint ces groupes-là pour des questions idéologiques. Les gens les ont rejoints, comme je le disais tout de suite, parce que ça les permettait d'inverser l'ordre social. D'autres les ont rejoints parce qu'ils veulent se protéger, d'autres pour des raisons économiques. Donc, face à ces gens, si vous prônez un discours idéologique, il n'y aura aucune solution, aucun changement. Il faut apporter une réponse pour les gens qui ont rejoint les groupes pour des raisons de motivation économique. Il faut apporter une réponse économique. Voilà. Pour ceux qui les ont rejoints pour des raisons sociales, il faut une réponse sociale. Donc, en fait, pour répondre à votre question, oui, on a manqué de compréhension dans la définition des réponses face à ce phénomène. Très bien. Alors, parlant d'idéologie, est-ce que vous avez l'impression comme si la religion a impressionné ou soit a eu d'influence sur ces attaques terroristes? Je ne veux même pas parler d'impression, je vais parler de résultats d'une recherche qu'on a menée, que l'Institut de sécurité, ISS, pour lequel je travaillais, a menée en 2016 et qui est arrivé à la conclusion que l'engagement dans les groupes n'est pas toujours le résultat d'un processus d'endoctrinement religieux. Donc le facteur idéologique est bien entendu présent, mais ce n'est pas le seul facteur déterminant et qui explique l'engagement dans les groupes. Et comme je le disais tout à l'heure, les motivations sont multiples et les motivations sont souvent évolutives. C'est-à-dire que quelqu'un peut rejoindre le groupe pour X raisons. J'ai pris l'exemple de la protection. La protection, c'est un facteur très important. De nombreux jeunes ont rejoint ces groupes-là pour se protéger leur communauté, leur famille, mais aussi leur activité économique. Cette raison principale peut évoluer dans le groupe. Ils peuvent avoir d'autres raisons pour rester, par exemple, des raisons économiques. Donc, non, le facteur religieux n'est pas le seul. Et il n'est pas le facteur le plus important. Donc, comme je le disais, les facteurs sont multiples. Mais à ne pas négliger aussi. Ah non, à ne pas négliger, bien entendu. Il y en a dans le cadre de nos recherches, nous avons rencontré des individus qui se sont vraiment engagés dans ces groupes-là sur une trame religieuse, un discours religieux. Ils sont véritablement convaincus que la lutte qu'ils mènent est une lutte idéologique et qui est recommandée par le Dieu qu'ils adorent.
Alors, merci, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de préparer, en tout cas, d'autres questions pour notre invité qui est sur le plateau. Il s'agit de Baba Dakolo, monsieur Baba Dakolo, qui est chercheur sur des questions de gouvernance et de sécurité. Nous parlons de la recrudescence des attaques terroristes ou djihadistes. Alors, parlant des attaques djihadistes, de Tombouctou à Gao, de Gao à Menaka, de Menaka à Kai, de Kai à Djabali, et parlant de Nioro du Sahel, nous sommes en train de perdre progressivement peut-être le Mali. La dernière attaque en date, c'était le 3 décembre à Songo, dans le de Badiangara, dans la région du centre. Plus de une trentaine de personnes ont été calcinées. Est-ce que nous ne sommes pas en train de perdre le Mali? Est-ce que le Mali, à l'avenir, appartiendrait encore aux Maliens? Je ne suis pas pessimiste, mais vous, en tant que spécialiste ou chercheur sur des questions sécuritaires? Je pense que moi, je retournerai la question dans un autre sens. Elle est très intéressante, votre question, mais je la tournerai dans le sens de est-ce qu'on n'est pas... parce que la trame de fond de cette lutte incarnée par les groupes extrémistes violents, comme je le disais dans le début de l'entrevue, oui, elle est fondée sur des questions de gouvernance. Ce que je vais dire, en fait, la question, c'est tourner dans le sens où, finalement, est-ce que l'offre de gouvernance qui est proposée par ces groupes, ces insurgés, n'est pas en train de gagner les cœurs et les esprits des Maliens? Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cadre-là? Je pense que c'est peut-être le bout par lequel je vais saisir la question pour dire que véritablement, et pour parler de l'avenir, ce n'est pas seulement la seule question des groupes extrémistes violents. Quand on observe les phénomènes comme les manifestations, Kai veut ses routes, ou Tombouctou, Kai veut son pont, Kati aussi, il y a eu des manifestations, oui, pour les routes, Tombouctou, il y a eu la même chose. En fait, il est inconcevable, ou il est peut-être dérisoire de croire que le pays peut être gouverné comme il a été par le passé. Oui. À l'indépendance, nous avons opté pour un modèle de gouvernance qui a fait son chemin. Il y a eu des ruptures, la première en 68, ensuite en 1991, mais on est presque resté dans le même schéma de gouvernance qui a repris pratiquement le modèle de gouvernance qui était fait par le colonisateur. C'est-à-dire on a des administrateurs et on a des administrés. Aujourd'hui, l'impression, c'est que ce modèle peut difficilement fonctionner aujourd'hui. Et cette crise sécuritaire... Quel est le modèle qu'il faut exactement, M. Justement, il faut redéfinir ce modèle-là en prenant en compte les besoins des communautés, en prenant en compte les spécificités. Nous avons hérité d'un pays qui regroupe plusieurs communautés, même si c'est en fait une mosaïque, mais on a aussi des modes de vie souvent très différents. Je prends l'exemple toujours du mode de vie des sédentaires et des nomades. Ce sont des modes de vie différents. Alors que notre modèle de gouvernance est calqué pour offrir des services à des sédentaires principalement. Il faut qu'on intègre que ce n'est pas que des sédentaires. Il y a des nomades aussi. Il y a des nomades. Donc notre modèle de gestion doit tenir compte de ça. Donc c'est un des aspects, mais ce n'est pas le seul aspect. Mais ce que je veux dire in fine, c'est qu'on doit... C'est une remise en cause ou en question du modèle de gouvernance. C'est l'interrogation aujourd'hui du modèle d'État qui peut nous permettre de faire face à cette insurrection armée. Pour répondre à votre question que j'ai tournée volontairement... Sinon, j'allais revenir. Voilà. C'est pas... sommes-nous en train de perdre le Mali, mais sommes-nous en train de proposer un modèle d'État qui convient à tous les Maliens? Et je pense que la réponse est non. Donc, dans ce cas de figure, il faut vite se remettre en question et réfléchir sur un modèle. Je ne vais pas ici faire l'insulte à l'intelligence collective en disant voilà le modèle qui convient, mais je pense que c'est dans la discussion, c'est dans la concertation nationale qu'on pourra trouver un modèle qui convienne à peu près à tout le monde. Vous, en tant que chercheur, est-ce qu'il vous arrive de publier des articles scientifiques, en tout cas dans lesquels il y a des propositions valables que les gouvernants, dont les gouvernants peuvent-ils se servir pour gouverner nos nations? Oui, régulièrement, et sur des thématiques. Par exemple, dans le cadre de mes travaux à l'ISS, on a publié c'est un rapport sur les liens entre extrémisme violent. Est-ce que vous êtes lu? J'espère oui. Très souvent, on a l'occasion d'avoir des retours
de décideurs. Ben, je pense qu'au-delà de la publication de papier, il y a les tribunes comme celui que vous venez de m'offrir tout de suite là, qui sont en fait aussi des formes de publication et qui nous permettent d'atteindre les décideurs. Donc je suis sûr et vous êtes convaincu que vous êtes écoutés. Non, nous sommes écoutés. Voilà. Joliba, nous sommes écoutés et nous sommes suivis. Donc c'est une tribune pour faire des recommandations aussi. Très bien. Malgré la présence des forces étrangères, l'insécurité persiste. Nous avons la force Barkhane, France française, nous avons le Takuba, nous avons les casques bleus, il y a l'armée malienne même qui est là. Qu'est-ce qui ne marche pas? Malgré la présence de toutes ces forces, l'insécurité, les attaques terroristes, ça persiste. Ce qui ne marche pas, c'est ce que je disais au tout début, c'est d'abord aujourd'hui, et c'est l'évidence, la réponse sécuritaire à elle seule est insuffisante. Et je pense que c'est ce qui nous enseigne les échecs qu'on peut tirer ou les limites des réponses qui ont été envisagées jusque-là. Et j'étais justement en train de citer ces réponses-là en parlant de la force Barkhane, qui concerne les 5 pays du Sahel, de la Mauritanie au Tchad. Oui. Et il y a la force conjointe du G5 Sahel qui est née en 2017, qui a 3 fuseaux, dont un fuseau centre qui concerne le Mali, le Burkina et le Niger. On a aussi l'Union européenne qui a un soutien multiforme. Il y a le soutien, il y a une composante civile, donc police, et il y a une composante formation des militaires et UTM qui est en cours. Et depuis plus d'une année, il y a Takuba, vous l'avez rappelé, qui est né, qui est une mission de force spéciale. Mais avec tout ça, il y a une recrudescence de la violence, il y a une expansion de la menace au-delà. Nous avons juste l'impression comme si ça profite à quelqu'un. C'est juste une impression. Ce n'est pas scientifique, c'est juste une impression. Est-ce que vous avez cette même impression? Non, je n'ai pas cette impression. Comme si les attaques profitaient à quelqu'un? Non, je n'ai pas cette impression, mais j'ai une explication. Okay. L'explication, c'est que la plupart de ces réponses se déploient sur des mécanismes. Par exemple, vous avez la force conjointe qui a son théâtre d'opération, donc il y a une zone d'intervention pour la force conjointe. Vous avez Barkhane qui a ses zones d'intervention, vous avez les armées des différents pays, Mali, Burkina, Niger, qui sont censés être partout, mais qui, face à la menace, à la recrudescence, ont dégagé des zones d'intensification. L'expansion s'explique aussi par la tentative de ces groupes-là de sortir de ces mécanismes-là, de les déborder. Très bien. Je vous prends l'exemple de 2017. Quand on mettait en place la force conjointe du G5, c'est au même moment on a vu la menace descendre vers la région de l'Est du Burkina et pour s'étendre vers les pays de la côte ouest africaine, Togo, Bénin, Ghana et la Côte d'Ivoire. Donc c'était une sorte de réponse. Et aussi, on a le fait que... Une réponse qui n'est pas efficace. Oui, dans tous les cas, la réponse militaire à elle seule est insuffisante, donc sera toujours perçue comme inefficace. Oui, ce n'est plus une question d'homme, mais plutôt de logistique. On ne comprend plus rien. C'est-à-dire... Plutôt, est-ce que la logistique, les matériels, les armes utilisées, est-ce que les armes sont vraiment sophistiquées? Et puis, si ce n'est pas une question d'homme, la question est véritablement située à quel niveau? C'est ce que je vous dis, ce n'est pas une question exclusivement militaire. C'est-à-dire, vous pouvez amener toutes les armées du monde dans l'espace. Ça va être difficile que vous veniez à bout de cette menace-là par le seul fait d'armes. Donc, je crois que ce n'est pas qu'une question d'armes sophistiquées ou une question de logistique militaire, mais c'est une question de réponse globale. C'est-à-dire, on a focalisé la réponse sur les aspects militaires. Qui sont importants. Il ne faut pas qu'on pense que nous sommes en train de dire que la réponse militaire n'est pas importante. Elle est importante à plusieurs égards, mais elle est insuffisante à elle seule. Elle doit être accompagnée parce que nous l'avons vu tout de suite que les causes sur lesquelles prospère cette insécurité sont liées à des aspects sociologiques, sont liées à des questions de gouvernance et dans certains cas des questions historiques. Donc tant qu'on ne prend pas en compte ces aspects-là, ça va être difficile. Je vais vous prendre l'exemple des limites d'une réponse militaire. Vous avez la force Barkhane qui, chaque fois, explique avoir neutralisé un leader. On a vu la neutralisation, au-delà de le dire, c'est un fait. Par exemple, l'émir de Akmi, Droubel, a été neutralisé. C'est important pour le moral. Est-ce que nous avons vu le corps? Non, je pense qu'on ne va même pas rentrer dans ces détails-là. Dans tous les cas, le leader peut être neutralisé. Mais ça n'a pas d'impact sur le terrain si le lendemain de la neutralisation du leader, il y a 1000 jeunes qui rejoignent le groupe. Donc le groupe garde sa capacité de nuisance au niveau local. Et c'est là véritablement ce qui rend complexe la réponse militaire. C'est-à-dire aujourd'hui,
on ne peut pas déployer une armée pour lutter efficacement contre cette menace parce qu'elle est portée par des ressortissants de la localité, par des communautés qui sont établies dans ces localités-là. Okay. Donc il faut, en plus de la réponse militaire, apporter une réponse politique, une réponse sociologique, une réponse historique aux phénomènes ou aux causes qui nourrissent l'engagement de ces populations-là par centaines, par milliers dans ces groupes-là. Tant qu'on ne le fait pas, on aura toujours cette impression que la réponse militaire est un échec. Elle est insuffisante. Il faut ajouter à cette réponse d'autres types de réponses, dont politiques, très bien, comme je le disais. Merci beaucoup, Monsieur Baba Dakono. J'aimerais poser en tout cas 2 questions en une. Quel est le véritable rôle d'une armée? Et en même temps, recrudescence des attaques terroristes, que faire? Le rôle d'une armée ne peut être figé. Et c'est peut-être ce qui nous rattrape aujourd'hui. Le monde a évolué. On n'est plus dans le cadre de menaces entre États où l'ennemi, où on a un agresseur qui vient de l'extérieur, il faut former un bloc, une sorte de guerre de tranchées, où on se fait face, chacun tire sur l'autre. Ouais. On n'est plus, les formes de menaces, on l'a vu, ont évolué. Aujourd'hui, on parle de terrorisme. Dieu seul sait quel type de menaces vont émerger, mais de toutes les façons, je sais que les menaces vont changer. Donc, les armées aussi doivent avoir cette capacité à s'adapter à ces types de menaces-là. Aujourd'hui, on devrait avoir un outil de défense qui comprend le phénomène, qui comprend ce qui alimente le phénomène ou les phénomènes et qui puisse agir directement sur ces phénomènes-là. Vous avez entendu peut-être, c'est devenu une expression galvaudée, menace asymétrique. Ouais. C'est vrai, et face à une menace asymétrique, qu'est-ce qu'on fait? Au-delà de le dire que c'est une menace asymétrique et que c'est difficile, il faut qu'on puisse trouver des réponses au sein de nos armées. Il faut que ces armées s'adaptent à ce type de menace également. Au-delà de ce que je disais tout à l'heure sur l'impérieuse nécessité d'avoir d'autres types de réponses, la réponse militaire elle-même doit être ajustée en fonction de la nature de la menace, qui n'est plus la menace classique des années 60. Donc, pour parler du rôle des armées, voilà. Je dirais une armée doit s'adapter et s'ajuster en fonction des réalités. Très bien. Alors, la deuxième question, recrudescence des attaques terroristes, que faire? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajuster là encore les réponses. On peut dire en 2012, quand la menace est arrivée, il fallait réagir promptement et réagir face à quelque chose qu'on ne comprenait pas. Oui. Mais je pense que depuis la période, il y a eu de nombreuses études, dont la nôtre, qui permettent de mieux comprendre les logiques d'engagement. Il y a eu d'autres types d'études qui permettent aujourd'hui de soulever les limites dans les réponses-là. Je pense qu'il faut prendre en considération ces différentes, les résultats de ces études-là pour ajuster les réponses. Et ce qui est nécessaire, c'est d'avoir une solution globale multiforme. Okay. Et d'arrêter de croire que quand on propose une solution, c'est en substitution à l'autre. Par exemple, quand on parle de la question du dialogue aujourd'hui, l'erreur est de croire qu'on parle de dialogue en remplacement de la solution militaire. Non, ce sont ces solutions qui sont envisagées ensemble. L'une doit pouvoir s'emboîter dans l'autre pour que là où la dissuasion marche, on n'a pas besoin de dialogue. Là où on ne parvient pas à dissuader, qu'on puisse dialoguer. Merci beaucoup, Monsieur Baba Dakono. Peut-être un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est de vous remercier. Vous avez justement et utilement rappelé l'importance des tribunes comme celui que vous venez d'offrir, qui sont des espaces pour partager justement les recommandations, qui ne sont pas que des perceptions, qui ne sont pas que le sentiment, mais qui sont fondées sur des travaux de recherche menés sur le terrain et qui peuvent souvent déranger, mais il est important de prendre ça en compte. Par exemple, sur les facteurs qui nourrissent aujourd'hui cette insécurité, il faut pouvoir apporter des réponses politiques. Il faut avoir le courage de ces réponses-là. Merci beaucoup, M. Baba Dakono. J'aurais bien aimé parler de l'accord d'Alger, mais je crois que pour recrudescendre des attaques terroristes, il y a une deuxième partie qui sera promise. Et si vous êtes à Bamako, en tout cas, on va le réaliser le plus tôt. Le plus tôt serait le mieux pour nous tous pour parler un peu de l'accord d'Alger et ses contours pour cette deuxième partie de cette thématique. Alors, merci. Monsieur Baba Dakono, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Très bien. Mesdames et messieurs, c'était Baba Dakono. Il est spécialiste ou chercheur des questions de gouvernance et de sécurité. Alors, cette émission s'achève ainsi. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de nos programmes sur Doliba TV News. À nous revoir la semaine prochaine pour d'autres numéros de Faits marquants.